Merci d'avoir choisi le Mageco. Nous recevons donc aujourd'hui nos partenaires des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Jean-Philippe Bigot, bonjour. Bonjour, Paul Joseph. Votre patronyme, on va pas se mentir, il est connu des Sartois, mais pas pour les EDC, il est connu par rapport à Bigot Fleurs, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Donc avant de parler de cette activité que vous avez aidé notamment à développer, cette activité familiale, on va d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours, vraiment pour le coup, votre parcours de vie, votre parcours professionnel en quelques mots ? Eh bien, écoutez, j'ai 66 ans, j'ai 4 enfants, 10 petits-enfants, et j'ai créé mon exploitation de production horticole en 1981, donc ça fait déjà quelques années. Et donc, je me suis installé juste à côté de l'exploitation de mon père, qui lui était installé depuis 1958. Donc, l'horticulture, c'est un peu un atavisme familial, puisqu'en fait, je suis un peu tombé dedans, un peu comme Obélix dans la potion magique, étant tout petit. Et voilà. Et donc, en fait, on a eu de cesse que de développer l'entreprise depuis mon père et ensuite depuis moi, depuis 1981. Et ensuite, mon fils Nicolas nous a rejoints en 14 ans exactement. Et donc, il a repris la direction du groupe Bigot Fleurs, 7 ans. Le groupe Bigot Fleurs, vous pouvez présenter en quelques mots l'histoire familiale. C'est votre père qui était maraîcher à la base. Alors, mon grand-père était maraîcher. Mon grand-père était maraîcher et mon père, lui, a fait passer l'exploitation maraîchère à une exploitation horticole, c'est-à-dire production de fleurs coupées, en 1958. Et donc, en fait, la particularité de notre exploitation, c'est que chaque génération a porté sa pierre à l'édifice en créant sa propre exploitation avant de rejoindre le groupe familial. Donc, en fait, c'est pas les liens du sang qui nous ont fait arriver dans la boîte, mais c'est vraiment la volonté de créer, notamment par exemple si je prends Nicolas, qui lui est arrivé 14 ans, il n'avait pas fait des études d'horticulture, il a fait une école de commerce, et donc il a souhaité créer sa propre entreprise, et donc il a créé lesfleursdenicolas.com, donc qui est un site de vente en ligne de fleurs. Donc c'était une activité complètement nouvelle pour nous, puisque nous étions exclusivement producteurs, et donc pour le coup, on a été faire du B2B, quoi. Du B2B. Vous êtes sartois de base ? Alors moi, je suis né à Paris. En fait, mon papa était sartois depuis tout le temps. Enfin, c'est plusieurs générations, plus qu'avant le Moyen Âge, en fait, une génération des Méniaux, comme on dit. Des exactement. Donc vraiment des maraîchers et des agriculteurs. Ça, on a retrouvé des hommes de la terre, des femmes de la terre. Des hommes et des femmes de la terre. En revanche, ma maman était canadienne de Vancouver, donc canadienne anglophone. D'une très belle région, la Colombie-Britannique. Ah oui, c'est la Colombie-Britannique, c'est absolument magnifique, oui, tout à fait. Et ma maman était en fait une déracinée puisqu'elle est arrivée, elle a suivi son mari, donc qui allait devenir son mari, et donc c'était le mariage de deux cultures complètement différentes. Ma maman étant originaire irlandaise et écossaise au niveau des racines. Et donc, elle est arrivée en Sarthe dans un environnement complètement différent puisque ma maman était professeure d'anglais, de français et de mathématiques. On va poursuivre un peu sur Bigot Fleurs. Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Et vous ? Alors, ma pierre à l'édifice, c'est que je crée mon exploitation en 1981. Donc, une exploitation qui était différente de celle de mon père. Mon père produisait des roses à la base. Moi, je me suis lancé dans la production de fleurs issues de plantes vivaces à la base. Et ensuite, je suis parti très rapidement vers la tulipe, qui est une de nos productions phares en Sarthe. Et en 2002, alors là, c'est un virage assez atypique de l'entreprise. On est parti en Afrique pour créer une exploitation de toutes pièces. On est parti de zéro en Afrique et on a créé une exploitation qui fait aujourd'hui 53 hectares de serre et qui donne du boulot à 1000 personnes. Tout à l'heure, vous parliez du déracinement de votre mère quand elle est arrivée en France. On s'imagine que partir au Kenya quand on est français, c'est aussi un déracinement ? Eh bien, pour être franc, oui. On dit partir, c'est mourir un peu. Ça a été pour moi quelque chose de difficile. Je suis parti au Kenya, j'avais 44 ans. Et bon, par contre, je l'ai fait par souci de pérennité de l'entreprise. Et je pense que si on n'avait pas fait à l'époque, on serait peut-être plus là aujourd'hui. Donc, ça a été quelque chose. C'était une période difficile pour le marché, entre guillemets, de la fleur ? Ouais, c'était une période difficile pour le marché parce qu'on était beaucoup bousculé par les productions des pays tiers, notamment Israël et également l'Afrique de l'Est qui commençait déjà à se développer fortement en fleurs et également la Colombie, donc des régions où en fait il n'y a pas besoin de chauffer. Donc, parce que ce sont des régions équatoriennes, le climat n'est pas le même. Voilà, Colombie, tout à fait. Le Kenya c'est à l'équateur, donc nous on est exactement à 80 km de la ligne de l'équateur. On est en plus à 2000 mètres d'altitude, et donc qui dit équateur dit 12 heures de jour, 12 heures de nuit toute l'année. Donc des conditions optimum pour l'horticulture, avec notamment un climat qui ressemble au climat
du printemps chez nous. Donc c'est le printemps perpétuel, le Kenya, en plus avec des ressources en eau absolument gigantesques. On est dans la région de la grande faille africaine avec beaucoup d'eau en souterrain. Donc les conditions sont optimum à la fois pour l'horticulture comme la nôtre ornementale et également l'horticulture vivrière avec notamment les haricots verts ou d'autres productions de légumes que nous on fait pas évidemment. Donc vous partez vous installer au Kenya définitivement ou vous faites des allers-retours? Vous êtes expat? Non, j'ai jamais été expatrié. J'ai fait des allers-retours pendant 22 ans, pendant 22 ans tous les mois, avec souvent des périodes d'une semaine et au moment des fêtes, c'est-à-dire notamment la Saint-Valentin et la fête des mères, 3 semaines. Voilà. Donc le Kenya, c'est mon deuxième pays et j'avoue que j'aime beaucoup le Kenya. Ce sont des gens extrêmement attachants. Voilà. Le Kenya, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, il y a quand même une histoire qui est assez compliquée. Vous l'avez vécu des choses là-bas? Vous avez vu peut-être malheureusement des choses dures? Écoutez, la période la plus compliquée que j'ai vécue, c'est les violences post-électorales en 2008, là où il y a eu de la triche au niveau des votes et où les communautés se sont affrontées. Et donc ça a été quelque chose de particulièrement violent. J'ai connu juste en face de l'exploitation des camps de réfugiés. Il y avait 2 camps de réfugiés à Naivasha, là où on est, où il y avait plus de 2000 personnes dans chacun des camps. Ça s'est fait à la vitesse grand V, la vitesse de l'éclair. On peut dire qu'en 15 jours de temps, le Kenya a basculé. Donc il y a eu 2000 morts sur une période très très rapide. Heureusement, la communauté internationale est intervenue avec l'ONU et tout. Et très franchement, ils ont fait du très très bon boulot. J'étais en contact à ce moment-là avec l'ambassade de France. Franchement, s'il n'y avait pas eu la communauté internationale, je pense que le Kenya aurait basculé comme le Rwanda en fait. Communauté internationale, donc ça n'a rien à voir avec l'émission. On peut critiquer souvent le rôle, mais là sur le coup, ils ont. Moi, je l'ai connu de l'intérieur. Enfin, la rapidité d'intervention a été absolument incroyable. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ce type d'intervention. Je l'ai vu de mes propres yeux, puisque j'étais là au moment des violences. Et j'avoue que c'est quelque chose d'extrêmement marquant. Je pense que j'en resterai marqué toute ma vie. On va poursuivre vite fait. Bien sûr. On va poursuivre sur le Kenya parce qu'on sent que ce pays a été important à la fois pour vous humainement et pour l'activité de Big Go Fleur. Ouais. Le Kenya, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, c'est pas le pays d'origine de Barack Obama? Il a des origines kenyanes, c'est ça? Il a tout à fait. Hawaïenne et kenyane. Ah oui, tout à fait, exactement. D'ailleurs, on a repris dans notre entreprise une devise de Barack Obama qui est Together We Can, et en Swahili c'est Pamoja Tunaweza, c'est-à-dire ensemble on peut. Et j'avoue que ça nous a permis ensemble, en équipe au Kenya, de surmonter des difficultés majeures. Et je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé, quoi. Et l'entreprise donc Big Go Fleur, vous en êtes où aujourd'hui? Alors Big Go Fleur, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, ça a été cédé. Comment? Big Go Fleur, vous l'avez vendu? Voilà, nous avons cédé Big Go Fleur à un groupe anglais qui s'appelle Flamingo Flowers. Ce sont des gens qu'on connaît très bien puisque j'étais en contact avec eux depuis plus de 20 ans au Kenya. C'était des clients et en fait, dans le cadre à la fois de leur développement et à la fois pour nous aussi, pour nous adosser à un groupe plus solide en période malgré tout assez mouvementée au niveau économique, on a pensé que c'était une bonne option et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on a cédé la partie française de Big Go Fleur. Et un peu plus d'1 an qu'on a cédé la partie kenyane, puisque ça s'est pas fait de façon simultanée. Et très franchement, c'était un excellent choix pour la pérennité de l'entreprise. Ce choix de partir au Kenya, vous pouvez dire sans prétention que ça a sauvé l'entreprise? Alors absolument. Le pan historique, c'est-à-dire la production de roses que mon père avait lancée en 1958, clairement ne serait plus là aujourd'hui. Et le fait d'arrêter les roses, ça demandait quelques années en France et de se développer beaucoup au Kenya. On est parti au Kenya en 2002 et en 2004-2005, on a arrêté les roses. En France. En revanche, notre promesse à notre personnel en France, c'était de se dire on part au Kenya, mais on n'est pas là pour externaliser tout. On veut se développer en France et en fait c'est ce qu'on a prouvé, qu'on a fait dans les faits, puisque notre entreprise en France a été multipliée au minimum par 3 ou 4 depuis qu'on est parti au Kenya. Donc non seulement on s'est développé en Afrique, mais qui plus est, on a beaucoup développé notre exploitation en Sarthe. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur justement cette exploitation, notamment en Sarthe? On est quand même dans une émission économique, sûr. Même si on est avec les EDC. Eh bien, en Sarthe, Big Go Fleur, c'est 3,5 hectares de serre, c'est 2 hectares de bâtiments, c'est 65 hectares de terre, et on produit donc des tulipes, environ 40 millions de tulipes par an. On produit du muguet, environ 4-5 millions de brins par an, donc une période très très courte. Et on produit également des pivoines, c'est un des gros focus sur les années à venir. Actuellement, on produit quasiment 1 million de pivoines, et dans quelques années, très rapidement, dans 2-3 ans, on devrait produire 3-4 millions de tiges de pivoines sur la saison. Voilà, donc ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que le Kenya, donc c'est
un printemps perpétuel. La Sarthe, c'est propice à l'horticulture? Ah, eh bien, oui, parce qu'en fait, on n'est pas loin de la vallée de la Loire quand même si la Loire passe pas évidemment au Mans. Il y a le Loir, on a le petit frère. Il y a le Loir, exactement, et la Sarthe. Et oui, c'est propice à l'horticulture parce que nos gros concurrents, notamment sur les produits comme la tulipe ou la pivoine, c'est plutôt les Pays-Bas. Et les Pays-Bas sont beaucoup plus froids que nous. Et donc, par exemple, si on prend la pivoine, on a une précocité de l'ordre de 15 jours à 3 semaines sur une même fleur de pivoine plantée en Sarthe ou plantée aux Pays-Bas. Et donc, ça nous donne un avantage concurrentiel et ce qui nous permet de viser, pour prendre le cas de la pivoine, viser la fête des mers, qui est une des grosses périodes où la demande en pivoine est extrêmement forte. Voilà. C'est quoi qui vous a toujours passionné dans l'horticulture J'ai envie de dire, c'est quoi le pouvoir des fleurs, pour citer un chanteur connu? Ah ouais, ah bien, écoutez, c'est qu'en fait, c'est le miracle de la nature. À chaque instant, en fait. C'est la vie à chaque fois? C'est la vie à chaque fois. Quand vous plantez un bulbe et que vous voyez des racines qui démarrent et que vous savez que vous allez faire une fleur après, c'est le miracle de la nature à chaque fois. Je m'en lasse jamais, en fait. Et une pivoine, c'est pareil. Ça rentre en dormance l'hiver. Donc, c'est comme toute plante vivace, ça dort complètement dans le sol. Et au printemps, ça démarre. Et fin mai, vous avez une pivoine qui est magnifique, qui fait 70 cm de haut, qui a une boule de fleurs splendide. Voilà, c'est le miracle de la nature. Et parlons pas du muguet. Le muguet, qui est vraiment une fleur extrêmement atypique. Porte-bonheur. Porte-bonheur, où il faut attendre 3 ans. On est des métiers de patience. Il faut attendre 3 ans avant d'avoir une première fleur. Vous plantez une griffe. Pendant 3 ans, vous l'entretenez, vous la désherbez, vous la sarclez, vous l'arrosez, vous la bichonnez. Et au bout de 3 ans, vous avez la première fleur. Vous dites, mais merci Seigneur, quoi. C'est absolument extraordinaire, quoi. Vous êtes passionné de fleurs également. Chez vous, vous avez des fleurs à la maison? Ah bah oui. J'ai un beau jardin. J'ai un jardin plutôt grand, à peu près 1 hectare de jardin, mais qui est juste au bout de l'exploitation, en fait. Et oui, avec beaucoup d'arbres. Et je m'en lâche jamais non plus. Puis mon épouse, c'est pareil. C'est vraiment une passion qu'on partage ensemble. Les fleurs, les plantes. Enfin, pour moi, c'est un cadeau de la nature. C'est un cadeau de Dieu, quoi. Les fleurs, c'est un cadeau de Dieu. On va finir cette première partie d'émission là-dessus. La semaine prochaine, on reste avec vous, Jean-Philippe Bigot. On va voir là votre parcours spirituel et vraiment cet engagement au sein des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Première partie qu'on peut bien sûr retrouver en podcast. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.